comment tu vas? Je vais très bien malgré ce temps maussade. Ah, temps de merde, temps de merde. On peut le dire, un temps troyen, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. Instant troyen. Alors, un temps troyen, je ne sais pas. En tout cas, pour toi et moi qui avons récemment traversé la Méditerranée, le retour est compliqué. Le retour est compliqué, on avait du soleil et là, c'est tout l'inverse. Est-ce que tu peux me parler de Marrakech? Pourquoi tu es allé à Marrakech? Eh bien, je viens de passer un cap. Ouais, J'ai 30 ans, ça y est. ok. Et on est parti là-bas pour le fêter avec toute ma famille et mes amis. Ah, stylé. Et depuis 30 ans, je n'ai jamais pu faire mon anniversaire une seule fois au soleil, Hmm. étant du mois de février. Donc c'était l'occasion de partir et de faire une fête dehors pour la première fois. Et ça s'est super bien passé. Donc voilà. Ok, ok, Quelques coups de ok. soleil, à mon avis, qu'on peut Ah encore ouais. voir sur le. Je sais pas si on verra la caméra, mais voilà. Alors, je t'ai dit, ça, c'est les traces du luxe. Tout le Ouais, monde n'a pas la chance de pouvoir partir à l'étranger. En fait, j'ai voulu te recevoir et qu'on puisse échanger par rapport à ton récent séjour aux États-Unis. Tu as fait moins de 3 mois là-bas? 3 mois pile poil? ouais, à 2 jours près, ça faisait 3 mois pile poil. Voilà, tu es parti en octobre, le 6-7, je sais plus Le exactement. 30 septembre, exactement. Voilà. T'as révisé tes fiches, toi, c'est bien. Oh le mec, je voulais être, tu vois, précis, J'aurais mais bon. j'aurais pu dire oui, j'aurais pu dire oui, mais si tu veux de la précision, le 30 septembre. Ouais. Ok, parfait. Donc, tu es parti le 30 et je sais que tu es, un amoureur des États-Unis. Alors, pour ceux qui nous regardent là, Timothy, ça fait un paquet de temps qu'on se connaît, hein, parce Ouais, qu'on s'est rencontrés quand je travaillais à Technopole, tu étais au IEC, tu étais un étudiant entrepreneur. exactement. Voilà, tu portais Live Talk, hein. J'ai eu Oui, l'énorme, le beau privilège de faire le logo c'est vrai. de ta startup et de ta solution mobile. On a fermé la société, mais on a gardé le logo quand même, Magnifique. par honneur. Ah, pour rentabiliser un petit peu quand même. Exactement, exactement. Il peut servir pour d'autres startups Ouais, bien futures. sûr. Ouais. Et je suis très content de te recevoir parce que bon, voilà, bon, t'évolues, t'es passé par le IEC. C'est quoi un petit peu ton histoire depuis ce temps-là? Est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Donc, présentation du personnage. Qui est Timothy Terrien? Tu veux que je parte depuis quelle année? Non, non, pas depuis Terre, non. Ok. Même si tu as peut-être dû monter ta première startup à ce moment-là. Non, 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 un peu plus tard. Après, globalement, quand même, ça fait, je pense, depuis l'adolescence que je voulais avoir un projet entrepreneurial. Alors, en fait, Ouais. tu commences, tu sais pas vraiment que tu fais de l'entrepreneuriat. Mhm. Globalement, tu lances des projets. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment, vraiment guidé, c'est cette volonté absolue d'avoir une indépendance financière, économique, de ne Mhm. pas être dépendant de quelqu'un, même si tu l'es toujours par rapport à tes parents, ta famille, Mhm. etc. Mais d'essayer de créer mon propre argent de poche, entre guillemets, c'est toujours quelque chose qui m'a animé. Et mes premiers souvenirs d'entrepreneur, si on peut appeler ça d'entrepreneuriat, ça remonte quand j'avais 14 15 ans. Ouais, ça devait être ça, ça devait être début collège, entre 12 et 14 ans, où en fait, le truc tout con, mais j'ai imprimé des calendriers tout seul en allant prendre des photos si tu veux, du village, donc une photo pour l'église, une photo pour l'école, enfin voilà. Les imprimer sur 6 pages à 4, agrafer, aller vendre ça chez les commerçants, pardon, chez les résidents du village, ils donnaient ce qu'ils voulaient et ça m'a fait mon premier argent de poche, quoi. Ok. Euh, donc ça, c'est la première expérience que j'ai eue. Après, les flics ont débarqué, etc. Parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, parce que bien évidemment, rien n'était déclaré. Mais en fait, quand tu regardes bien, c'est marrant parce que ça fait un peu toute une chaîne. C'est-à-dire qu'il fallait gérer quand même la production. Donc, il Mhm. fallait quand même savoir créer des choses et puis Mhm. les imprimer. Il fallait gérer aussi un petit peu la partie économique, c'est-à-dire bah, fallait acheter les cartouches d'encre, le papier et être rentable. Et puis bah, après, il fallait faire la distribution, puis la vente. Allez, toquer, oui, c'est pour, voilà, on vend ça. Ouais, Euh, le plus dur finalement. Ouais. Et puis, t'avais même peut-être, on peut même aller jusqu'à une petite stratégie commerciale parce qu'il Ouais. fallait arriver avant les pompiers, avant les calendriers d'école, etc. Ah, bien sûr. Sans devoir se pointer en juillet non Mhm. plus, sinon Mhm. c'était un peu trop tôt, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis en fait, mes études, je les ai fait. J'ai fait un BTS, moi, plutôt négo. Et j'avais toujours eu envie de monter quelque chose à côté. Et dès que j'ai eu 18 ans, une semaine après, je monte ma première micro-entreprise en tant que DJ et photographe, chose que je fais toujours. Ok. Je suis habillé un petit peu différemment quand je le fais, mais ça m'éclate de faire ça les week-ends. Et puis après, il y a eu une succession de petits projets. Certains ont marché, certains j'ai abandonné. Et voilà. Mais moi, ce Mhm. qui m'anime, c'est toujours de lancer d'autres choses. Et j'ai toujours environ entre 5 et 7 activités parallèles. Et ça donne un peu l'impression d'avoir une vie. Il y a une petite sorte de schizophrénie, si tu veux, d'avoir Ouais. plusieurs vies en même temps qui m'anime et que je trouve ça cool. Et en fait, aucun jour se ressemble et ça m'éclate. Ok, ok, ok. Et t'arrives à gérer tous ces projets?
Ouais, alors tu mets plus ou moins d'attention et de focus sur un projet que sur un autre en fonction des moments de l'année, tu vois. Mhm. Mais plus ça va, plus j'arrive à automatiser et à m'organiser très très bien de façon à pouvoir gérer tous ces trucs-là et de pouvoir en ajouter. Et puis le but, c'est de pouvoir après sortir un petit peu de l'opérationnel dans certains et puis de pouvoir avoir du temps pour s'engager dans d'autres. Mais globalement, ouais, ça va. Ok, super. Super intéressant cette introduction. Ça nous permet de savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te pousse. Et là, on va forcément passer à la quête. La quête. On va forcément passer à la quête. Ok. C'est toujours intéressant, tu vois, quand on a un entrepreneur, en tout cas quand moi j'ai un entrepreneur en face de moi, tu l'as dit tout à l'heure en fait, rapidement, mais tu as parlé de ta motivation première qui était la liberté financière dans un premier temps. Qu'est-ce qui, toi, dans ton enfance, a manqué en termes de liberté financière, qui te pousse à courir après, et qu'est-ce qui te motive, au-delà d'avoir plusieurs activités, d'avoir tu parlais de cette schizophrénie ou d'avoir cette vie à 1000 à l'heure, en fait. C'est quoi qui te drive, en fait? J'ai manqué de rien pendant mon enfance. Je vais pas jouer c'est la personne qui était de SDF à millionnaire Ouais. en X temps, tu vois, machin. Pas du tout. J'ai manqué de rien. Mais j'avais une volonté de faire les choses par moi-même et de devoir rien à personne. Ce Ok. qui est presque impossible. Tu devras Mhm. forcément des choses grâce aux parents, grâce à la famille qui m'ont accompagné. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais plus je faisais des choses par moi-même, plus j'étais fier de moi et j'avais en fait ce sentiment de liberté financière, je peux le regrouper sur une catégorie de liberté tout court, c'est-à-dire de liberté d'avoir, de faire mes propres choix, liberté aussi de pouvoir travailler n'importe où. Et ça, l'entrepreneuriat, c'est quand même super pour ça. Ça ne veut pas dire que tu travailleras moins. Ça, c'est un petit peu c'est un peu faux, quoi. Ouais. Le mythe de je suis entrepreneur et je vais travailler que 10 heures par semaine, ça n'existe pas. On va travailler plus, mais quand on travaille pour soi, on travaille de manière différente. Et Merci j'avais Tim vraiment. Ferriss, hein, quand même. Et Exactement. un petit peu avec la semaine de 4 heures. Exactement, très beau livre. Mhm. Et puis ouais, pouvoir faire les choses un petit peu comme moi je le veux. Si je me plante, je pourrais m'en vouloir qu'à moi. Mhm. Et si je réussis, je pourrais être content de moi-même, quoi. Donc j'avais vraiment ce truc-là ouais, un petit peu de méritocratie, si tu veux, Mhm. qui m'anime. Et c'est ça qui me drive. Et de rencontrer de nouvelles personnes, de ne pas avoir des jours qui se ressemblent. Tu peux pas faire un perfect comme ça, d'avoir un an entier avec que des choses qui vont se passer très bien et d'être heureux tous les jours. Mais Mhm. globalement, le fait de tourner sur différents pôles, ça fait qu'il n'y en a aucun qui m'ennuie. Mhm. Tu vois, j'ai toujours l'impression qu'il y a un nouveau challenge qui se passe. Et c'est comme ça que je vois ma vie à la fois perso et pro, parce qu'elle est très, très, très mélangée finalement. Mhm. D'essayer de créer des souvenirs et de créer des nouvelles choses et qu'il n'y a jamais un jour qui se ressemble. C'est vraiment ça mon truc ultime, quoi. Ok, alors tu as parlé de 7 activités, 6 ou 7, hein, c'est ce que tu as dit. Ouais, il faudrait que je les recompte là. Euh, Si tu peux donner en fait une thématique à chacune d'entre elles, ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui se regroupent, c'est quoi exactement? T'en as une dans l'événementiel, t'en as dans la finance avec la partie crypto-monnaie. J'en ai une nouvelle dans la partie immobilière, Mhm. en gestion de biens de location courte durée. J'ai fait pas mal d'accompagnement aussi. Et puis récemment de l'IA. Ah ouais, Ouais, ok, ok. ouais. Bon, faut y aller, quoi. Ouais, ouais, Sur ouais, l'IA. globalement, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais. ok. Euh, Est-ce qu'on peut revenir avant on a une petite trame et tout, mais on va quand même essayer de parler des États-Unis et ce voyage. Voilà, bon, t'en as déjà fait un en fait avec le YEC, hein, vous êtes parti à San Francisco, si je ne me Ouais. trompe pas. Donc c'était quand? En 2019, 2017, C'était 2018, je sais plus. 2017, si je dis pas de bêtises. 2017? Ouais. Ok, ok. Premier voyage aux États-Unis à ce moment-là? Non, non, j'avais déjà fait San Francisco Ok, un week-end et New York un week-end aussi. ok, d'accord. Donc Ouais. voilà, tu retournes en fait sur le sol américain et là tu découvres, Il y a un pour le truc qui se coup, passe. ouais. Il y a un truc qui se passe, ouais, ouais. Donc Parce j'allais que je le dire visite l'environnement pas. startup. Exactement, je le visite pas de la même manière. Si tu veux, San Francisco, la première fois que je le fais, j'ai la chance d'avoir une tata qui est hôtesse de l'air et qui avait pu m'emmener sur une rotation, mais tu fais les trucs touristiques, quoi. Hmm. Donc super ville, soleil, Californie, etc.
Et la deuxième fois, quand j'y vais avec le IEC, donc l'incubateur étudiant de Troyes, où on a une chance de partir une semaine pour découvrir un petit peu l'envers du décor, mais de la partie finance, tech, start-up, entrepreneuriale. Il y a un truc qui match en me disant, il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a une synergie, une énergie qui est folle. Et je tombe vraiment amoureux de cette ville. Sauf que ça coûte hyper cher. San Francisco est une des villes les plus chères au monde. À cette époque-là, moi, je sais pas, 2017, j'ai 22 ans. Donc compliqué, si tu veux, de partir avec des économies quelques semaines. Mais je me dis, il va falloir que j'y retourne, quoi. Donc depuis ce moment-là, mon seul rêve, c'était d'y retourner vivre. Je ne savais pas pour combien de temps, parce qu'avec tout ce qui est visa, ça a changé suivant les élections, etc. Mais globalement, c'était l'objectif de repartir aux États-Unis dès que je pouvais, quoi. Ok. Et ça a mis combien de temps, du coup, entre le premier voyage et le voyage que tu as fait là Et ben, en du coup, septembre? ça a mis 7 ans quand même, hein. Waouh, Ça a mis dingue. 7 ans, ouais. 7 ans de trop, j'ai envie de te dire, mais ouais, Ok. ça a mis 7 ans. Donc, il y a cette première transformation. Est-ce qu'on peut parler d'un level up pour toi? Est-ce que c'est un moment qui a changé? Oui, ça a été peut-être une grande révélation Quand pour je toi. passe le cap d'y aller, La première la fois, première fois, quand, oui, quand tu y vas. oui, oui. J'étais déjà assez intéressé par l'entrepreneuriat, mais là, l'esprit plutôt start-up tech, parce qu'il y a plein de villes pour faire d'entrepreneuriat, mais San Francisco a vraiment la réputation d'être la capitale mondiale de la tech. Ça changera peut-être, mais globalement, les meilleurs profils aujourd'hui, ils sont quand même là-bas. Pas parce qu'ils naissent ici, mais parce qu'il y a Une une attraction, quoi. attraction qui s'est faite depuis des années, Ouais. qui a baissé un peu pendant le Covid, et là où c'est reparti, qui font que les meilleurs profils, ils vont là-bas, quoi. Et je me suis toujours dit, quitte à faire de l'entrepreneuriat, autant le faire entouré des meilleurs Mhm. et d'apprendre, quoi. Ok, d'accord. Alors, qu'as-tu appris? Est-ce que tu as beaucoup appris lors de ton premier voyage ou est-ce que tu as plus appris dans ton deuxième voyage? Tu étais plus mûr. 7 ans sont passés, tu as peut-être une vision différente et un peu plus mature dans l'entrepreneuriat. Donc, Ouais, complètement. La deuxième a été beaucoup plus formatrice parce que déjà, je suis parti 3 mois. mhm, Je parlais un petit peu mieux anglais. mhm. C'est pas encore parfait. Ça s'est déjà amélioré. Donc, tu comprends déjà mieux ce qu'on te dit, tu Ouais, vois. Et puis, ça t'évite de ramener un tournevis quand on t'a demandé un café, tu vois, déjà. ouais, j'avoue. J'avais un niveau très bas à l'époque. Et puis, j'y allais pas non plus avec la même mentalité. La première fois, je me fais surprendre par San Francisco. La deuxième fois, c'est vraiment une volonté de ma part d'y aller. Mhm, Et l'objectif, c'est de découvrir, potentiellement de lancer un projet là-bas, mhm. de rencontrer de nouvelles personnes, m'associer, enfin voir. Voilà, j'y vais. Je me suis dit, ok, j'ai 3 mois. Ouais, Pourquoi 3 mois? Parce que j'avais pas de visa et c'est la durée maximum sur le sol américain avec le visa, enfin l'ESTA du coup, 90 jours maximum. Lesta, 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 Lesta. Lesta, petite pause. C'est quoi Définition, Lesta? Ouais. c'est ce qui te permet de pouvoir voyager en tant qu'Européen sur le sol américain sur une durée de 90 jours maximum. Donc si Ok. demain tu n'as pas de visa, et ce qui est très dur à avoir, notamment depuis les dernières élections, et ça ne va peut-être que s'empirer, avec ce document-là, qui coûte 20 $, je crois, donc c'est que dalle, ça te permet d'avoir... En fait, c'est un visa courte durée, quoi, entre guillemets. Oui, 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 parce que j'imagine que le TA, c'est pour accès temporaire, quoi. Temporary access, quoi. Tu vois. Ouais, Et puis eux alors, je pour, ne sais même pas ce que ça veut dire. eux pour On mettra la européenne, définition, quoi. mais Ouais, bon, on va essayer de trouver, on va essayer de trouver. je ne sais plus ce que ça veut dire ESTA précisément. Mais en tout cas, c'est valable, ouais, pour 90 jours de suite. Et c'est pas gratuit, c'est 20 $, mais c'est que dalle, quoi. Donc c'est un visa courte durée touristique, quoi. Ok, excellent. Ok, ok. Donc, tu obtiens ce document sans grande difficulté. Non, non, d'ailleurs, il fallait aussi le faire pour le voyage la Ah première oui, fois avec, d'accord. avec le IEC, Ok. etc. Et voilà. Bon, j'en profite pour placer un petit big up à Rachel Redon, qui à l'époque Exactement. était directrice. Tu sais, elle avait un titre un peu particulier Je avec sais plus le du titre qu'elle avait à design l'époque, dedans. mais c'est elle qui nous a accompagnés, effectivement, ouais, pour nous envoyer là-bas. Ouais. Ouais, et je pense que c'était important aussi pour elle de vous insuffler, d'aller un peu en pèlerinage sur cette terre Complètement. des startups pour vous insuffler cet esprit-là aussi, Ouais, ouais. entrepreneurial, quoi. Étant étudiant entrepreneur, c'est vachement important de partir avec ça. Je pense que c'est une bonne base. C'était super. Après, tu vois, paradoxalement, j'avais l'impression que les autres ne réalisaient pas vraiment ce qu'on était en train de faire, tu vois. Mhm. Euh, je sais pas, moi, il y a un truc qui a percuté direct et j'ai essayé de motiver après les autres. Allez, les gars, on essaie de se prendre une coloc, je sais pas, on se Ouais, débrouille pour y aller. Et je sentais que c'était pas non plus dans leur projet, tu vois. Je me suis retrouvé un petit peu solo à vouloir y aller. ouais. Ça m'a peut-être découragé aussi, mais je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et là, de pouvoir partir tout seul ces derniers temps,
Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait une semaine qui était passée entre les deux voyages. Pourtant, je te dis, il y avait Mmh. 6-7 ans, Mmh. mais j'étais super content d'y aller. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, logistiquement, comment ça se passe? Parce que tu dois trouver un logement, tu dois... Voilà quoi. Bah, tu dois tout faire, hein, tu dois Ouais, tout tu dois tout faire. Je faire. connais personne sur place, je parle un anglais pourri, et puis c'est quand même un pays qui est différent d'une autre. Mmh. Et San Francisco est quand même sur la côte ouest, donc t'es à l'autre bout du monde par rapport à la France, quoi. Ouais. Décalage horaire de 9 heures, qui est pour moi le pire décalage horaire. C'est-à-dire plus ou moins pour travailler avec la France, c'est mieux. Et donc, du coup, je contacte des personnes que je connais de près ou de loin, à l'UTT, Mmh. etc. Et puis, on me renseigne sur des personnes qui sont là-bas actuellement, Mmh. des contacts de contacts. Ok. Et on me dit, ouais, je connais quelqu'un qui a une colocation là-bas. Donc, d'ailleurs, déjà, à San Francisco, beaucoup de personnes sont en colocation. Les prix sont tellement chers Ok. qu'en fait, la plupart sont en colocation. T'as pas le choix, quoi. Ouais, à moins d'être Très très, riche. très, très riche. Je vais juste donner un ordre de prix parce que les gens disent que Paris c'est cher. Ouais. À côté de San Francisco, Paris est cheap. Je payais dans un quartier qui n'est pas du tout le meilleur. J'étais sur Mission District. Je payais $1 900 par mois pour une chambre. Une chambre qui fait, je sais pas, peut-être 10, 10 mètres 12 mètres carrés, carrés. quoi. Ouais, Oh là là voilà. là là. Donc Ok. presque $2000 par mois pour ça, sachant que le dollar et l'euro, à ce moment-là, il est quasiment kiff-kiff. Équivalent? Ouais. Voilà, donc $2000 pour une chambre, c'est quand même assez cher, sans compter que tu n'as encore rien payé à côté. Hein. Tu n'as pas ta bouffe, tu n'as pas ton déplacement et tout. Ok, donc Faut un- il faut déjà un sacré Ouais, budget quand il va, quoi. ouais. Pour Je 3 mois. je l'ai vu comme un investissement en disant que ça va me coûter cher, mais je ne le regretterai pas et c'est le cas. Ok. Donc voilà, et donc il y a un contact qui me dit, écoute, je connais quelqu'un qui a une colocation, on appelle ça des hacker house là-bas. Ok. Et en fait, le but, c'est de mettre que des cofondateurs de startups Mhm. ou des gens qui ont plutôt des gros postes dans des grosses boîtes et de vivre ensemble. Ok. Et en fait, tu es dans cette maison, plusieurs personnes, tu te croises, donc ça vient de tout pays du monde. Donc non seulement quand tu parles pas très bien anglais, ou même quand tu parles bien anglais d'ailleurs, hein, et que tu te retrouves à parler avec des Américains, avec des personnes accent indien, accent Mhm. asiatique, accent européen, c'est très formateur, mais c'est chaud. Et tu as une différence de culture qui est super riche. Et en fait, tu te rends compte que c'est comme ça que tu apprends, quoi. Ouais. Sur le terrain, quoi. Sur le terrain et surtout en n'ayant pas peur d'aller vers l'autre. Ouais. Et ça, Ok. je pense que c'est une des différences, on va en parler, mais les plus frappantes, c'est Exactement. cette connexion qu'ils ont par rapport à... Mhm. je sais pas si c'est français ou européen, mais on voit direct que ces gens-là, ils ont plus l'habitude d'aller vers les autres que nous. J'ai tendance à dire que c'est plutôt français parce que quand tu regardes d'autres cultures, tu traverses la Manche, tu vas en Angleterre, les rapports sont totalement différents en fait. Et tu retrouves en fait cette culture anglo-saxonne du contact Hmm, facile. Ouais, t'es qui? Tu fais quoi? Ah, tu fais ça, super, tu vois. exactement. Donc ça va très vite. Ouais. En France, ça prend beaucoup plus de temps, tu vois. Et puis après, ça dépend vraiment des profils, mais les gens sont un peu sur la réserve, tu vois. Euh, Non, c'est possible que ça soit très français, t'as raison. hum, Ouais, hum. ouais. Est-ce que tu peux justement parler de cette différence culturelle, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, tu vois, on est tous les deux à trois ici, et tu as des activités ici, j'ai mon activité ici. Comment est-ce que tu as ressenti justement cette différence de mindset? Parce que ça aussi, c'est ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'aimerais aussi transmettre à nos auditeurs dans chaque échange que j'ai avec mes invités ici. C'est que l'état d'esprit, c'est fondamental Ouais. pour moi. Tu vois, si t'as pas ça, tu pars pas avec une bonne base, avec un bon socle. Il n'y a pas que l'activité, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce mindset justement qui est différent aux États-Unis? La première, c'est de penser gros. Déjà, là, tu as une différence qui est énorme, c'est-à-dire que si jamais tu es... Je vais parler vraiment de San Francisco, qui est peut-être un petit peu à part des États-Unis. Ok, C'est-à-dire que ce que je vais te dire là va pas forcément être représentatif des États-Unis complètes. d'accord. Tu n'auras pas le même état d'esprit à San Francisco que dans une ville au fin fond du Texas, tu vois. Mhm. Euh, San Francisco, si jamais tu es là-bas pour monter une petite PME, tu n'es pas à la bonne place. Ok. On te le dit tout de suite, si tu es là-bas, c'est pour monter une billion-dollar compagnie. Mhm. Il y a plus de chances que ça foire qu'une PME, mais globalement, c'est la ville pour monter des gros projets. Ok. Et au pire des cas, si ça marche pas, tu auras peut-être monté une boîte qui va peut-être faire quelques millions de chiffre d'affaires, et ça sera déjà énorme. Mhm. En fait, voilà. Donc ton référentiel est complètement décorrélé, tout le monde pense gros, et surtout, personne ne va te juger à Mhm. penser gros. Mhm. Personne ne va te dire, toi, ce que tu veux faire, c'est trop, oublie. On va t'encourager à le faire. Ok. Ok. Donc ça, c'est super, super motivant. Donc, mentalité, voilà, pas avoir peur d'avoir de l'ambition.
Le fait que quand tu rencontres des gens, tout le monde pense que ce que tu fais, c'est super. Mm. Alors après, il y a toujours ce côté, est-ce que c'est de l'hypocrisie ou pas? Ouais, j'allais y venir parce que Bien c'est sûr, aussi connu. c'est connu pour ça. On te fait des hugs, t'es my Je suis friend et d'accord. tout. Je suis d'accord. Et j'ai un pote qui est dans le podcast justement aux États-Unis. Et c'est exactement ce qu'il me dit. Mm. Il me dit en fait, tu sais pas si c'est du lard ou du cochon. Tu sais pas si Ouais. il y a une sincérité en fait dans l'intérêt que la personne te porte ou si c'est juste pour être poli et pour être dans le mood en fait, tu vois. Ah, je dirais qu'il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que maintenant, tout le monde a peur de dire non au prochain Uber, au prochain Facebook, au Ok, prochain Snapchat. Donc en fait, d'accord. c'est très connu aux États-Unis. Si demain tu pitches ton projet devant des investisseurs qui disent ouais, c'est super, on va pas investir, mais ce que tu fais c'est super, ça peut être perçu comme bon bah ils investissent pas, mais mon projet est quand même top. Alors qu'en fait, c'est plutôt une barrière, enfin pas une barrière, mais une protection pour dire ok, si demain, sait-on jamais, le projet il décolle, Mhm. et tu te rappelles de nous, on t'a pas non plus, on t'a pas bazardé après l'entretien, donc il y a toujours un côté un peu hypocrite de on garde connexion au cas où. Ça, c'est le mauvais côté. Et à la fois, je trouve que, quitte à avoir des feedbacks et que tu as des gens qui t'encouragent et qui te disent que ce que tu fais, c'est super, je trouve que ça a quand même un côté positif et que ça Mhm. te motive quand même à y aller parce qu'on sait que quand tu es entrepreneur, ça demande quand même pas mal de sacrifices et pas mal de. euh, De mise en danger quelque Ouais, de mise en part. danger, de Ouais, résilience quoi, ouais. pour y aller. Mhm. Et donc, je trouve que dans cette énergie commune où tout le monde y va, tout le monde s'encourage, Mhm. quitte à choisir, je préfère quand même celle-ci, même s'il y a un côté un peu hypocrite derrière. Ouais, je préfère ça. Mais t'as du feedback aussi négatif. Et quand je dis feedback négatif, c'est pas péjoratif, mais un feedback pertinent en fait. Tu vois, on dit, écoute, c'est cool, mais ça pourrait être amélioré d'une manière ou Si d'une tu le autre en demandes, fait. Tu ouais. vois, ouais, Si tu as ok. le demande, tu l'auras sans souci. L'avantage aussi que tu as, c'est que vu que tu es dans une ville avec plein d'entrepreneurs, tu as Ouais, l'impression d'être dans un incubateur géant. En ouais. fait, c'est un petit peu le résumé que je peux te faire de San Francisco. Et surtout que les gens que tu rencontres, les gens qui vont te donner ce feedback-là, ils sont un peu plus crédibles Mhm. dans le sens où eux aussi entreprennent à côté. Ok. Et tu as une différence entre la personne qui va te dire, à mon avis, si tu fais ça, tu vas te planter, Ouais, avec la personne qui dit, moi j'ai fait ça, voilà, je me suis planté. Et tu vois, moi, j'ai toujours été vachement sensible à ça en regardant quelles personnes vont me donner des conseils. bien sûr. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est une phrase que je donnais aux étudiants à qui j'ai donné des conférences sur l'entrepreneuriat, qui disait, est-ce que vous accepteriez les critiques d'une personne dont vous n'accepteriez pas les conseils? Et c'est souvent le cas. Tu vois. Des fois, il y a des gens, ils vont te donner des critiques et du coup, tu vas mal les prendre. Alors que si cette personne-là te l'avait donné des conseils, Mhm. tu ne l'auras pas forcément écouté. Mhm. Alors que là, des gens entrepreneurs qui vont me critiquer ou qui vont me conseiller, j'aurais plus tendance à les écouter parce que pour moi, je vais les trouver plus crédibles. Peut-être pas tout le Ouais, temps, tu vois, ouais, ils mais sont. la majorité du cas, en tout Mhm. cas pour moi, ça a été ça la différence. Et du coup, j'avais des personnes qui étaient autour de moi qui savaient, à mon sens, de quoi ils parlaient. Ouais. Ce que tu retrouves pas ici? Moins, Moi? moins. Mhm. Ici en France, c'est plutôt ce que tu fais, c'est pas ouf. Mais et toi, t'as fait quoi? Moi, je l'ai pas fait. Ouais, Tu ouais, vois, ça marche pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais globalement, enfin, si tu prends un ratio de personnes, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs là-bas que dans une bien ville sûr, comme ici. Tu bien vois, ça sûr. veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut Mhm. juste dire que globalement, voilà. Et puis c'est pas les mêmes projets non plus. Et tiens, du coup, j'ai une question parce que euh, est-ce que c'est pas aussi, tu vois, des gens qui projettent leurs propres craintes sur ton projet? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va dire, ouais, mais ça va être difficile parce que la personne, elle a testé, elle s'est pris des murs et elle s'est arrêtée là. Donc, quand elle te voit arriver avec un projet, elle dire, ah, tu vas te confronter à des trucs difficiles, donc à la limite, n'y va pas parce que Hmm. moi, je me suis cassé les dents et c'est chaud. Bah, c'est sûr et certain. T'en as aussi, c'est de la bienveillance et qui vont te dire, voilà, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Euh, mais je préférais la personne qui va te dire, écoute, moi j'ai fait ça de cette manière-là, Mhm. ça n'a pas fonctionné. Prends ce feedback-là, t'en fais ce que tu veux. Ouais, ouais, ouais. Et fais ta propre expérience et tu te feras ta propre idée. Mhm. Et c'est rarement comme ça qu'on t'amène les choses. On a plus Bien tendance à sûr. t'amener les choses de manière oula, ce truc-là, oula, j'ai essayé, ou je connais un pote qui a essayé, oula, tu vois ce que Oui, je veux c'est dire. ça, ouais, ouais. Tu vois, ce conseil-là, faut pas Ouais, l'écouter, quoi. ouais, c'est Faut pas clair, c'est l'écouter. clair. Revenons aux États-Unis, du coup. Est-ce que tu as monté ta million dollar compagnie? Billion. Billion dollar compagnie, pas encore, mais j'ai envie de te dire, on n'a jamais été aussi proche. Ouais? Je rentre dans un projet, ouais, ouais. Je m'associe avec des personnes que j'ai rencontrées là-bas qui sont super. Ça s'appelle ConvoSearch. Et en Ok. fait, c'est un outil à base d'IA qui te permet, dans les sites
e-commerce, quand tu fais des recherches Mhm. pour un produit quelconque, l'IA va comprendre beaucoup plus facilement et interpréter ce que tu recherches pour afficher les objets. Ok. Voilà. Donc, si Donc c'est de la jamais... curation boostée à l'IA, quoi. Ouais. T'es pas Ok. obligé de taper le mot-clé, etc., précisément pour retrouver l'objet, quoi. Demain, tu cherches, je sais pas, une tenue de soirée, tu vas taper Mhm. tenue de soirée, elle Mhm. va comprendre dans tout ton magasin ce qui va s'apparenter à de la tenue de soirée et te Ok. la montrer. Je te donne un exemple comme ça, mais Attends, voilà, attends. voilà. Petite mise en situation là. Ça n'a rien à voir qu'un moteur de recherche. T'es déjà sur un site e-commerce. Ouais, en fait, ça vient C'est un plugin. s'implémenter exactement Ok. dans le moteur de D'accord. recherche Ok. existant du e-commerce en vrai. Valeur ajoutée, c'est quoi? Tu gagnes du temps en fait sur tes requêtes? Alors déjà, mais on estime que les revenus, pour l'instant, avec les fonctionnalités d'aujourd'hui, Mhm. augmentés d'environ 7% le chiffre d'affaires par mois pour l'e-commerce. Parce que les résultats de recherche reviennent plus vite, sont plus pertinents. Donc, Pertinente, ou des fois, il y a des mots-clés que les gens n'auraient pas tapés, ok. et du coup, le produit ne serait pas apparu. Ok. Et on sait que le tôt d'attention aujourd'hui sur un site web, il est de quelques secondes, Mhm. et que si jamais déjà tu as eu le courage d'aller jusqu'à la barre de recherche et taper le truc, si jamais il apparaît pas, tu te barres et tu cherches. Ok, ok, ok. Donc toi, ton rôle dans cette startup, c'est quoi? Eh ben, je prends le poste de COO, donc chef des opérations Ok. en français. Mhm. Le but, c'est d'implanter les stratégies à la fois de vente, mais à la fois organisationnelles de manière globale, et de faire en sorte que cette boîte devienne potentiellement une billion-dollar compagnie si on y arrive. Mais je le fais aussi pour apprendre. Et puis, je pense que c'est un domaine l'IA déjà en général est passionnante. Mhm. Mais c'est un domaine, moi, l'entrepreneuriat, travailler avec une boîte qui est ASF depuis la France, de devoir y retourner, etc. C'est un rêve un peu de gamin Ouais. qui se met. Tu vois, je me rappelle avec mes potes quand j'étais au collège et qu'on déconnait avec le téléphone en mode tiens, il est Ah quelle ouais, je heure suis à à New New York, York. machin. Et aujourd'hui, On c'est l'a le tous cas, tu fait, vois. putain. Alors, c'est drôle les premiers jours, tu vois. Ouais, Parce que tu te ouais, dis, ouais. ah putain, il est quelle heure à San Francisco? Ah J'ai oui. toujours l'heure de San Francisco ici. Ouais. Et puis après, quand tu reçois les invitations de call, quand il est minuit en France et que tu dois faire Ouais. les calls à cette heure-là, ouah, c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais je le fais pour ça. J'ai ma situation personnelle qui me le permet de le faire. Ça Mhm. me permet aussi de pouvoir travailler un petit peu n'importe où. Donc je le fais avec grand plaisir, et c'est moi qui est parti vers eux. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Comment ça s'est passé est-ce que c'est ta personnalité pour te recruter? C'est un recrutement ou c'est du partenariat? Vous êtes sur le même pied d'égalité en fait Euh, en dans vos fait, rapports? déjà, comment on se rencontre? On se rencontre sur un site web de Y Combinator. Donc, Ok. Y Combinator, abrégé YC, qui est le plus gros, qui a la réputation d'être le plus gros incubateur de start-up au monde, qui est Mhm. ASF, qui ont un site web. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui recherchent un cofondateur, une cofondatrice, d'aller dessus. Vous êtes sur le site de Y Combinator et vous allez voir. Et en fait, ça fait un petit espèce de Tinder de l'entrepreneuriat où Ok. tu mets ton profil. Et ça match. Et si tu matches ou pas, voilà, Ok. avec des personnes. Et on se rencontre là-dessus avec le fondateur. Et donc, moi, je prends de l'equity dans la boîte Ok. en fonction d'un nombre d'heures données, avec des commissions, etc., sur le chiffre d'affaires qu'on arrive à générer. Et voilà comment on part. La boîte était déjà créée, elle avait quelques mois, elle avait déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires. Donc, je ne peux pas dire que tu rentres en tant que cofondateur, ce n'est pas le cas, mais je suis quand même partenaire dans la société. Allez hop, petite pause. Equity. Equity, on est sur des parts en fait de Ouais. l'entreprise. Des parts, des actions suivant les statuts juridiques de l'entreprise. Ouais. Mais voilà, quand vous dites demain, je rentre dans une société, j'ai 10% de la boîte, ça veut Mhm. dire qu'en fait, vous prenez de l'equity. Voilà. Ok, très bien. Et à échéance de quoi? C'est-à-dire que la boîte, tu m'as dit, elle est déjà lancée. Toi, tu la rejoins en cours de route. Ouais. Est-ce qu'elle génère déjà du chiffre d'affaires? Si oui, est-ce que tu le prends ou est-ce que en fait il y a une durée en fait pour voir ce que tu peux apporter à la boîte quoi. Elle prend déjà du chiffre d'affaires parce qu'elle avait déjà quelques clients, et le but, c'est d'augmenter ce chiffre d'affaires-là. Ok. Et en fait, on est plusieurs dans la boîte. Et suivant comment chacun va améliorer, développer le chiffre d'affaires, Mhm. il y a des commissions internes qui sont distribuées. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il y a une diète de signer. Mhm. Mais globalement, dans les boîtes américaines, ce qui est assez étonnant, c'est que tout le monde veut bosser pour de l'equity. Ok. C'est-à-dire que c'est rare qu'une personne, même en tant que salarié, ne veuille pas aussi avoir sa part d'equity dedans. Il y a un exemple qui est assez dingue, qui était sorti par Carlos Diaz dans un reportage, qui avait un ami à lui qui disait bah, moi j'ai engagé ma femme de ménage, Mhm. je sais plus elle prenait combien de la journée, mais déjà un chiffre assez énorme, plusieurs centaines de dollars. Même elle négociait de la part d'equity de la boîte
du mec qui l'a recruté, quoi. C'est Et dans tous intéressant les ça. métiers, ils veulent aussi prendre de l'equity parce qu'en fait, ils bossent pour potentiellement demain revendre ce truc-là, tu vois. Ah, ok, ok, Ils ont une d'accord. vision assez moyen long terme qu'ils ont, Ouais. plutôt qu'en France, on va se contenter Un d'un salaire? salaire. Ouais. Ça veut pas dire qu'eux n'en veulent pas, mais tu vois, ce truc de potentiellement je bosse parce que demain ça peut valoir beaucoup plus et de parier sur le moyen long terme, Ouais, ça c'est un truc que tu retrouves pas en France. exact. Bah, après, il y a des comment dire, il y a des programmes, tu sais, avec les intéressements et tout ça. Bon, c'est un petit peu T'en as pareil, moi, aussi, avec un peu c'est vrai, d'épargne et tout ça. Où tu te dis, ben voilà, je bosse pour une boîte, je touche un salaire, mais en plus, voilà c'est quoi. vrai. Il y a, je touche une forme d'intéressement en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est intéressant. Tu vois, Ouais. c'est un peu une carotte Ouais. ouais, que je trouve intéressante, quoi. Oui, c'est vrai que tu as certaines, même les grosses banques, etc. Tu as ça, des primes d'intéressement ou ou ce qu'on appelle, je crois, les P2E, le fait d'avoir des plans d'épargne qui sont distribués Exactement, ouais. dessus, qui sont bloqués un certain nombre Ouais, de temps. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on a aussi en France, mais ça a quand même, c'est moins ancré quand même dans la c'est clair. culture que là-bas, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, Bah, totalement. peut-être que ça va venir, hein. Peut-être que c'est aussi dû au modèle économique, au modèle social américain, où il y Ouais, a moins en fait d'avantages sociaux et où en fait si tu sens qu'il y a une opportunité, ben, tu y vas. ouais, Et si tu sens qu'il y a un effet levier ou que tu peux ensuite revendre à tes parts qui ont été valorisées, ben faut y aller quoi. ouais, complètement. Complètement. Ouais, mais c'est vraiment une question culturelle quoi. Euh, Comment tu reviens au bout de 3 mois d'immersion au cœur de l'univers startup? Comment tu reviens en France à 3? Dans quel état d'esprit? Et est-ce que tu es ici en mode, bon, bah, tu as un business là-bas et voilà, tu fais tout pour repartir? Ou est-ce que bah, tu es justement dans cette diversification? Là, tu as juste rajouté une brique de plus à ce que tu faisais déjà. Je suis un petit peu en pleine, comment dire, euh, je négocie un peu avec moi-même. Ok. J'ai beaucoup d'activités et je me demande si demain il y a un gros projet qui veut être mené correctement, donc celui-ci avec l'IA. Est-ce qu'il ne faut pas que je sois focus que sur une activité pour avoir plus de temps et la développer de la meilleure façon possible? Le but ultime, c'est de retourner là-bas. Le fait de pouvoir travailler avec une boîte américaine, ça va me permettre de faire une demande de visa, Mhm. parce que c'est très compliqué d'avoir un visa aujourd'hui. Il faut Surtout avec Trump. Ouais, surtout dès la première élection, c'était compliqué. Là, s'il vient de prendre ses fonctions à l'heure à laquelle on enregistre, donc on va voir si jamais il resserre encore la vis, mais c'était assez compliqué, effectivement, d'immigrer aux États-Unis. Tu peux te faire sponsoriser par des sociétés où tu payes des avocats. Ça va coûter entre 10 et 15 000 dollars pour pouvoir avoir un visa qui Mhm. va être des fois de 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu as plusieurs types de visas, je les connais pas tous par cœur. Ok. Mais globalement, le rêve ultime, ça serait de retourner là-bas. Mhm. En tout cas, d'avoir le droit d'y aller un peu quand je veux pendant 1 ou 2 ans. Et voilà. Donc, je suis avec cet esprit de est-ce que je continue à faire autant de choses ou est-ce que je me mets focus pendant peut-être 1 an ou 2 ans sur un seul projet. Mais le risque, ça serait de s'ennuyer et du coup que je puisse avoir une routine qui s'installe et perdre en motivation. Alors que le fait de travailler sur d'autres projets à côté, ça me maintient un petit peu cette excitation d'avoir des jours différents. Donc je suis un petit peu en train de voir, de me remettre en question là-dessus. Mais, euh, mais par contre, l'esprit, il est remotivé à 100% en se disant, mais en fait, tout est possible. Et Mhm. que si demain, tu veux monter un projet énorme, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, quoi. Ok. Projet énorme, mais pas en France pour le coup. Parce que tu parlais qu'il y a de cette différence d'échelle, différentes échelles d'investissement, différentes échelles de moyens. Euh, Je dis pas qu'en France, c'est pas possible. Il y a plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi, même des projets énormes. Maintenant, le constat que tout le monde se fait, c'est que c'est pas le pays, le plus facile pour faire ça. mhm. Fiscalement, au niveau de la mentalité, c'est quand même des pays qui sont assez compliqués pour pouvoir monter des projets énormes. Mais je dis pas que c'est pas impossible. Moi, je dois tout à mon pays parce que je suis né ici et que Mhm. j'ai jamais manqué de rien. Donc, si je peux le faire en France, je préférais le faire en France. Mais c'est vrai qu'on voit que toutes les grosses boîtes, généralement, elles ont tendance à partir quand même, quoi. Ouais, ouais, c'est pas très encourageant et Non, en fait c'est assez paradoxal parce que quand tu regardes Macron et son message dans son premier mandat, c'était Startup Nation quoi. ouais, Tu vois. Finalement, on se rend compte que high tech, cette fameuse déclaration
de la TVA à plafonner à 25 000 euros, à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires pour les micros, bon, tu sens bien qu'il n'y a pas de volonté d'accompagner l'entrepreneuriat, quoi. Je suis partagé sur cette réforme. C'est pas trop ça qui me pose problème. Moi, je pense qu'en France, on se trompe de problème. Mhm. Je pense qu'en fait, on n'a pas assez responsabilisé les gens. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas qu'on réussit mieux, c'est qu'on se plante. Ouais. Je pense qu'aux États-Unis, c'est pas qu'on réussit plus vite, c'est qu'on se plante plus vite. Et c'est ça le problème qu'on a en France. C'est qu'en France, on ne se plante pas assez vite. Il y a trop d'aides, il y a trop de subventions, il y a trop de concours. Et en fait, si tu as un projet qui est merdique, si tu n'as pas de marché, tu vas mettre trop de temps à t'en rendre compte. Et en fait, tout ce que tu vas gaspiller, bon, à part déjà les fonds publics, ça va être du temps. Et Ouais, c'est la seule chose que tu rattraperas pas. c'est clair. Alors qu'aux États-Unis, c'est assez binaire. Ou tu gagnes de l'argent et tu es dans le vrai, ou tu n'en as pas, tu es dans le faux. Point. Tu continues ou tu meurs. Et si tu meurs, c'est pas grave, tu recommenceras un autre truc. En France, on appelle des startups qui sont là pendant 3, 4, 5 ans. C'est pas possible, quoi. Et je sais de quoi je parle, hein. Exactement. J'en ai fait une aussi qui a duré très, 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 trop longtemps. J'aurais dû me planter plus vite. Mhm. J'aurais dû avoir moins de subs. J'aurais dû avoir moins d'aide. Mhm. J'aurais dû être confronté beaucoup plus rapidement à la réalité. Mhm. Et je serais passé à autre chose plus rapidement. Et je pense que ça, la vraie différence, c'est le problème. C'est qu'on accompagne trop. Et pour tout, hein, pas que pour l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un point plus global que beaucoup de gens partagent. C'est qu'il y a trop d'aide, il y a trop de. On est trop pris par la main. Mhm. Et en fait, plus ça va, plus tu déresponsabilises les gens. Et plus, en fait, ils sont capables de moins en moins de choses, quoi. Il y a du vrai. Il y a du vrai. Mais après, le modèle américain n'est pas non plus idéal, hein. Quand tu vois, par exemple, tu parlais de SF. Est-ce que tu as vu de la pauvreté? Je sais qu'il y en a de plus en plus et que Bien sûr. voilà, il y a une grosse paupérisation de la population et que en fait, le pays idéal, ce serait un pays entre les deux où il y a justement cette responsabilisation de l'individu quant à ses capacités à générer de l'argent Ouais. ou à identifier en fait des opportunités réelles. Mais derrière, en fait, c'est assez violent parce que tu peux, voilà, tu peux te planter vite et tu peux ne pas remonter la pente. T'as Parce un que justement, contraste très fort. ouais. Je suis d'accord. Donc oui. Et je te rejoins un petit peu sur le fait que en France, et voilà, pour côtoyer un petit peu d'entrepreneurs, c'est vrai que l'état d'esprit n'est pas dans ce. Justement, il y a une grosse peur de l'échec qui est énorme et qui peut aussi Mais je comprends pas empêcher. pourquoi. Bah, parce que. En fait, à chaque fois que je c'est- demande, je dis, mais t'as peur de quoi? Si demain Non, mais. tu te plantes, t'as des aides, t'as les Ouais, APL, t'as la ouais. CAF, t'as le RSA. De quoi t'as peur? Non, mais c'est pas suffisant. Après, quand tu regardes, voilà, qui peut vivre à 400 euros aujourd'hui, quoi. Tu vois, bon. Mais Mais c'est, ok, mais je te rejoins. Je te dis pas, bon, ces aides-là, bon, elles aident pas forcément, mais cette peur de l'échec, cette peur de et si, et si, et si, bah voilà, ça permet pas en fait d'évoluer, ça permet pas de se remettre en question. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui est important, tu vois. Et si tu reviens avec ça, je trouve que c'est vachement intéressant et c'est un cadeau avec lequel tu reviens des États-Unis, tu vois, où en fait tu as une relation au temps qui est différente, ou je sais pas, tu as l'impression peut-être de pas de sentir que tu perds ton temps des fois, que ça va pas assez vite, ou peut-être dans les connexions aussi, tu vois. C'est quoi ta relation aux autres? Tu vois, quand t'es là-bas ou quand t'es ici? ici. C'est-à-dire que toi, tu es parti là-bas, Hmm. tu disais que ça se faisait vite, qu'il y avait des réseaux en fait qui se faisaient assez naturellement, assez Ouais, rapidement, ouais, tu vois. complètement. Peut-être que quand tu reviens en France, tu vois, tu as ce contraste de dire, ouais, mais mec, voilà, tu fais quoi? Ok, c'est intéressant, bah, ça sent oui ou non, quoi, tu vois. Comment ça s'opère? Alors déjà, t'as l'impression que le temps il ralentit un petit peu, c'est vrai, parce que ça va un petit peu moins vite. Depuis que je suis revenu, t'as l'impression que, je sais pas comment expliquer, c'est un sentiment qui est un petit peu difficile enfin, à mettre des mots dessus, mais ouais, t'as l'impression que cette peur, elle a pas bougé, qu'elle est toujours ici et qu'elle ne changera pas parce que euh, les gens qui n'ont pas osé vont faire la génération suivante, vont communiquer aussi leur peur. Et le rapport aux autres, tu reviens plein d'énergie, Mhm. mais tu sais, c'est vachement contagieux, quoi. C'est un peu Ah, comme dans une fête, si jamais tu as
2-3 personnes qui font un peu la gueule, Ouais, ça peut vite contaminer l'autre groupe, quoi. ok. Alors qu'à la fois, si tu as 2 ou 3 qui mettent bien Ouais, l'ambiance, ça ouais, peut faire lever tout le monde aussi, tu vois. je suis d'accord. Et dans une pièce, dans un incubateur, dans une ville, ce que tu veux, dans une soirée, dans un événement pro, si t'as pas un petit peu un minimum de pêche ou de personnes qui vont aller vers les autres, etc., on a tendance vachement à rester entre nous, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je leur disais aux États-Unis, dans les soirées que j'ai faites là-bas. Je dis, vous savez, c'est marrant, en France, nous, quand on vient en soirée avec des amis, on a tendance à rester un peu avec ses amis, quoi. Ouais. Là-bas, tu arrives en soirée avec des amis, tout le monde se disperse. Ah Tu ouais, dis, ouais, ça va parler avec les autres, etc. Ça veut pas dire que tu vas pas te retrouver dans la soirée à un moment donné. ouais. Mais globalement, ouais. Alors après, c'est très orienté business, hein. C'est même les soirées Hmm. pures Festive. festives, il y a toujours des contacts Hmm. et ça parle toujours argent ou projet. Mais tu es dans une ville qui est faite pour, donc c'est pas très dérangeant non plus si jamais tu le sais d'avance. Ok, ok, ok. T'as mixé là-bas, non? J'ai mixé pour Halloween, ouais. Ouais, Ouais. ouais, soirée d'Halloween. J'ai eu l'opportunité, alors c'était un truc gratuit, c'était dans la coloc, etc. Mais il y Ouais. avait quand même plus de 100 personnes qui étaient présentes. C'était cool. Ouais. Ouais, c'était cool, c'était marrant. Ouais. De pouvoir mixer en Californie, c'était marrant. J'ai fait des photos aussi, j'avais pris mon appareil photo, j'ai fait des shootings avec des colocs Ah, cool. sur les toits de San Francisco avec le coucher de soleil, ouais, sympa. Ah, Ouais. stylé, stylé. Du coup, pareil, en fait, tu reviens avec cette énergie, avec cette émulation. Et est-ce que tu t'es dit, tiens, ça manquerait à 3, tu vois? Et qu'est-ce qui manquerait à 3 pour avoir justement cette émulation orientée business, orientée relation? Parce que, tu vois, bon, il y a des choses qui se passent, il y a des événements, Mm. il y a du réseau, il y a de la mise en relation. Alors, qu'est-ce qui manque dans cette formule-là, dans cette recette-là? C'est quoi, quel serait pour toi l'ingrédient secret pour que ça pète et que ça soit un peu plus en fait dans cette culture anglo-saxonne? Je pense que des villes comme Troyes, on est. Tu sais, c'est un petit peu l'échelle compliquée. C'est-à-dire on est pas mal à vouloir faire des choses, Ouais. et à la fois on n'est pas assez gros pour faire des gros trucs et attirer beaucoup de monde. Je pense qu'il faudrait arrêter que tout le monde soit chacun de son côté à faire les événements. Ça serait moi demain qui aurait un rôle, je sais pas comment on pourrait appeler ça, De régisseur ou de régisseur de la ville, de l'entrepreneuriat, ou enfin de COO de la ville de CEO de la Troyes. ville de Troyes, partie entrepreneuriat. La première chose que je ferais, c'est que je ferais un site commun Ouais. à tous les événements. Et j'essaierais de regrouper tout au même endroit en disant, OK, c'est ce mois de. C'est un peu le programme Netflix, tu vois, Ouais, du ouais, mois. ouais. Le mois de février, il y a tel et tel événement à tel et tel endroit. Et que ça soit un peu la page de référence pour l'entrepreneuriat, quoi. À SF, il y avait ça. Il y avait des sites comme ça qui regroupaient ou même qui allaient scraper sur Twitter, sur les autres sites, les événements et qui allaient regrouper et tu ouvres ta liste et tu vois tous les événements, tu vois. Ça demande des fois un petit peu de budget parce que la plupart du temps, les événements ASF sont gratuits. Ils te payent même une pizza, ils te payent un truc. Des fois, c'est des boîtes Mmh. elles-mêmes qui organisent leur propre événement Ok. juste pour que les gens puissent se parler. Mais ça te fait visiter leurs locaux. Mmh. Ça te fait quand même les connaître. Tu vois, moi, demain, j'aurai une boîte implantée ici. Moi, j'ai pas de bureau physique. Je Mmh. bosse beaucoup de chez moi ou dans les cowork. Mais ouais, un événement par mois, ça me semblerait pas déconnant de dire, écoute, j'ai payé allez, 200 balles de pizza avec quelques bouteilles de coca. Tout le monde vient chez moi, je fais un événement. Mmh. Je prends la parole 5 minutes pour dire qui on est à chaque fois. Et on fait un truc comme ça. Mmh. C'est super cool. Les gens vont connecter. Toi, en plus, on met un visage sur un Ouais. nom. Mmh. C'est super important. Donc, je pense que la première chose, ça serait que tout le monde arrive à se parler et soit synchronisé sur les événements pour Ok. la ville de Troyes. Essentiellement événementiel pour le coup, alors. Bah, en tout cas, je pense que plus t'en fais, plus les gens se connaissent. Et il y a quand même que dans des moments comme ça où tu arrives à connecter vite avec les gens, quoi. Mmh. On le voit sur LinkedIn ou autre. Tu arrives, mais c'est quand même compliqué, quoi. Le nombre de DM que tu reçois, des gens ils sont plus forcément sur place. Ouais. Il y a trop de spam, il y a trop de scam aussi. Mmh. Donc voilà, le fait de voir les gens en réel, ça a toujours une connexion un petit peu différente, quoi. Ouais, Même clairement. même en prospection, hein, euh, une connexion avec quelqu'un en physique, tiens, je te laisse ma carte, je te rappelle demain, aura Ouais. toujours plus de valeur qu'un DM sur LinkedIn complètement froid, tu vois, bien évidemment. Ouais, c'est clair et net. Tu peux pas faire le même volume, c'est tout. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, ok. Donc la partie événementielle, tu penses que ouais, ça peut aider à créer des opportunités business, quoi. Je pense que ouais. Je pense que c'est le meilleur truc pour faire connecter des gens et créer une communauté qui soit assez forte, quoi, tu vois. Ah ouais, ok. Moi, c'est ça qui m'a aussi plu, c'est que dans l'incubateur dans lequel j'étais, dans le hacker house dans lequel j'étais, donc la coloc, organisait aussi ses propres événements. Ok.
Et pas forcément business, hein. La Mmh. première soirée que je fais, c'était une soirée prompt party, je sais plus comment ils appellent ça. Le fait d'être tous en tenue de soirée de gala. OK. Et Ah, prom. OK, c'était c'est prom ça. party, yeah. OK, d'accord, j'ai entendu prompt. Euh, Parce que j'ai dit ça. C'était faux. OK. T'as raison. Et du coup, cette soirée-là, tu te dis, bon, bah, c'est que pour faire la fête ou Ouais, machin. Et en ouais. fait, non. Pareil, tu rencontres des gens qui travaillent chez Tesla, chez Nvidia, chez Google, chez Facebook. Et C'est le prétexte, en fait. Ouais, bien Mmh. sûr, bien sûr. Après, tout est business derrière. Mais comment dire, le front peut prendre plein de formes différentes. Et c'est ça qui est Mmh. intéressant. C'est ça qui est intéressant. OK. Est-ce qu'on peut se projeter légèrement sur l'avenir? Donc, tu as suivi un petit peu l'actualité de l'économie en France, tu as suivi les indices Ouais. peut-être? Ouais. Enfin, j'ai quand même appris qu'on avait changé de Premier ministre une semaine après. Mais C'est tellement difficile à suivre. en même temps, il y a un vrai mercato, hein. Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. On ne sait même pas combien. Je pense qu'il y a des paris, tu sais, sur combien de temps il va C'est rester possible que sur Bayrou BetClick, tu puisses au avoir gouvernement, des tu trucs vois. comme ça. Exactement. Et quelle est, toi, ta vision de l'avenir? Moi, j'ai une vision assez pessimiste quant aux 5 prochaines années, là. Quelle est ta vision de l'avenir en France? Et est-ce que ça vaut le coup d'entreprendre en France? Et bon, c'est quoi ton avis là-dessus? Pourquoi pessimiste? Oh, c'est long, mais disons que il y a plein d'indices, de signaux qui disent que, d'ailleurs, rien que ce matin à la radio, tu vois, j'ai entendu que on avait un indice de taux de chômage similaire à celui de 2008, hein. Quand on regarde que Ok. 2008, c'était la crise des subprimes et tout ça, que c'était assez chaud et que, tu sais, avec Lehman Brothers et tout, bon, c'était en fait comment dire, un contexte économique très particulier et qu'on retrouve à peu près les mêmes indicateurs, en fait, si tu veux. D'accord. Bon, voilà, ça laisse pas présager de belles choses, notamment pour les, euh, les profils fragiles comme les micro-entrepreneurs, comme les très petites entreprises, comme les PME et tout ça. Ouais. Je me dis qu'on va peut-être, et ça commence à venir, tu parlais des aides tout à l'heure, quand tu arrives en fin de droit et que tu n'as pas développé un business, qu'est-ce qu'il te reste comme option, si ce n'est d'aller toquer à la porte de France Travail, quoi. Donc, on a déjà observé une première vague de micro-entreprises qui sont en cessation d'activité et qui retournent, hein, comme je te l'ai dit, à France Travail. Donc, moi, je crains que ça ne continue d'évoluer dans ce sens et que justement, ben, on doit, en tant qu'entrepreneur, développer à la fois les compétences, à la fois le savoir-être, à la fois le mindset pour ne pas se retrouver dans ce scénario-là, en fait. Bah, sur la partie crack boursier, etc., ça fait des années que je l'entends et pour l'instant, ça va. Même si, oui, les chiffres sont pas du tout bons. Moi qui ai un fonds de placement à côté en crypto, c'est aussi pour ça qu'on est parti là-dessus et pour se diversifier. Et on voit bien que l'inflation n'a jamais été aussi haute et ça a été compliqué ces dernières années. Le futur ne semble pas meilleur. Maintenant, sur le taux de chômage, je te dirais une connerie, j'en sais rien. Ça a toujours été haut. Tu regardes les vidéos d'avant ou même à l'époque de Coluche, quand il prend la parole, c'était déjà les mêmes discours, comme Ouais, quoi ça n'a jamais été aussi bas, enfin, le aussi chômage haut, aussi ouais. haut et les chiffres aussi bas. Donc je sais pas si de pire en pire. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut ne pas avoir peur de changer. Et les boîtes qui ferment, généralement, sont quand même gérées par des personnes soit qui n'ont pas les compétences pour, soit qui n'ont pas compris que le monde a changé Mmh, et vont se faire surprendre. mmh, Et je pense que c'est un cycle, en fait. C'est mmh. toujours un même cycle. C'est-à-dire que tu trouves un modèle, ça fonctionne, et quand tu as du sang neuf ou des gens qui disent bah, maintenant on va faire comme ça, tu as toujours cette personne, bah non, ça fait 20 ans qu'on Oui, fait comme ça a oui, toujours oui. marché. Oui, mais si jamais tu veux qu'on continue, il faut toujours se remettre un petit peu en question. Et forcément qu'on a du mal, quand les chiffres sont bons, quand on a fait ça pendant 10 20 ans, que ça a toujours marché, on a toujours du mal à laisser la place ou à laisser entrer de nouvelles idées. Ou à innover, en fait. Ouais, Finalement, c'est ça. mais ça, Mmh, c'est dans tous les pays, hein, pour le mmh. coup, hein. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait de mettre son ego de côté, d'accepter que la consommation change, que les jeunes qui arrivent... Putain, j'ai 30 ans, ça y est, je viens de dire cette phrase-là. Ah, oui, oui, tu l'as Je viens dit. de dire cette phrase-là. Parce que c'est notre manière de consommer. C'est notre manière de consommer. Moi, j'étais en contact des étudiants pendant 2 ans. Tu vois déjà que c'est pas les mêmes façons de faire. Ouais. La façon de consommer est différente. Et que si jamais t'es pas au contact, tu perds ce fil. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de dirigeants font. Moi, j'ai toujours été étonné.
pour avoir côtoyé, par exemple, je peux t'en donner plein des exemples, mais je vais te prendre le domaine de la médecine. C'est très connu, tu parles avec n'importe quelle aide-soignante, avec n'importe quel infirmier, il va te dire, enfin, il aura jamais vu le directeur de l'hôpital ou de la clinique descendre un peu avec eux, tu vas être au contact. Oui, oui. Je leur dis, putain, mais moi demain je serai directeur, pas tout le temps, une fois par mois, une fois par trimestre. Mhm. Je foutrai une blouse, je descendrai, je dirais, ok, pendant une journée, une demi-journée, on s'en fout, je suis avec Mhm. vous. Mhm. Juste, je vois. Mhm. Peut-être que j'ai pas les accréditations pour faire les manipulations, Oui, mais oui, bien sûr. je suis avec vous, je suis au contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà les gens, après, ils vont plus te faire chier comme avant parce qu'ils savent que toi tu vas les voir, Mhm. donc tu es beaucoup plus crédible. Ça veut dire que les problèmes qu'ils ont au quotidien, tu vas être beaucoup plus Empathique. empathique et Ouais. amené à les comprendre et à les rectifier. Et ça change tout, quoi, tu vois. Mhm. Et tu comprends beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement les problèmes, comment les résoudre. Les gens vont voir que tu fais des efforts. Et c'est dans toutes les boîtes pareil. Et le problème qu'on a dans beaucoup d'entreprises, françaises ou pas, Ouais. c'est que plus tu es en haut dans la direction, plus tu es dans ta tour, dans ton mirador tout en haut, Oui. et tu laisses le petit peuple en bas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ça ne veut pas dire que tu dois être au contact tout le temps, mais rien que le fait de descendre un petit peu et d'être au contact des gens, Mhm. c'est quand même pas pareil, quoi, tu Oui, vois. clairement. Et ça, je pense que c'est une chose, je ne comprends pas Mhm. pourquoi les directeurs, les présidents des boîtes, machin, ne le font pas plus souvent, quoi. Parce qu'ils délèguent. Ils délèguent et puis après, bon, on leur remonte des rapports, des choses comme ça. Mais je suis Voilà. tout à fait d'accord avec toi, Tu carrément. vois, une émission qui est plutôt pas comique, mais Quoi, Undercover Boss, c'est ça? ouais, pas trop Ouais, incognito ouais. en français. C'est drôle parce que les maquillages sont fous. Les maquillages sont fous. Mais globalement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que les mecs, ils se font passer pour un stagiaire, ils viennent dans la boîte, ils se rendent compte de plein de choses Ouais, qu'ils n'ont pas vues depuis des années. c'est clair. Tu vois? Et juste le fait de le faire, mais de façon très transparente, sans devoir être caché avec une perruque et des moustaches, là, je pense que c'est quelque chose qui changerait tout, quoi. Et Ouais, d'être au ouais. contact des équipes et d'organiser des choses avec elles, je pense que vraiment, c'est un pari sur moyen long terme qui est forcément gagnant, quoi. Ok. Et quand t'es solopreneur, comment tu fais? Et ben, solopreneur, tu es au contact de tes clients beaucoup plus proche que tu pas d'équipe, mais tu as des clients à écouter. Tu essayes de prendre les informations, tu essaies d'écouter plus que tu ne parles. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire ça, notamment les commerciaux. Euh, on en connaît tous qui veulent absolument te vendre un truc, mais qui n'ont pas compris tes besoins, tu vois. Mhm. Ça, c'est chiant, tu vois. C'est le même problème dans plein de boîtes. C'est Mais... fatigant même. Ouais. Alors que c'est pas compliqué, hein. T'écoutes la personne et en fonction des besoins, tu lui dis, OK, pour toi, c'est ce produit-là ou ce produit-là. Ouais, C'est pas voilà, bon, bah on a ce produit A, c'est exactement. pour ça, le produit B, il est là pour ça, le produit Ouais, C. Non, non. Écoute ce que j'ai besoin et en fait, dis-moi avec quoi ça match. Tu exactement, vois. c'est Donc ça. être plus proche des clients, c'est forcément aussi une bonne solution. Et ça ne veut pas dire que quand tu as une grande boîte, tu dois pas le faire, au contraire. Mhm. Mais quand tu es solopreneur, tu n'as pas d'équipe, mais tu as des clients, donc voilà, quoi. Excellent. Timothy, pour conclure hein, cette belle aventure, hein, cette belle odyssée que tu as vécue aux États-Unis et en dehors de ça, ce que tu vis, qu'est-ce que tu peux, si tu avais un conseil à donner? Alors, d'une part, la partie outils, hein, si tu as des ressources, un bouquin que tu as lu, un film que tu as vu, hein, que tu trouves inspirant, que tu aimerais partager, et un petit conseil, au-delà de ce que tu viens de dire. Hein, Ok. au-delà de ce que tu viens de dire. De Parlons, quelqu'un qui est lancé? ouais, de quelqu'un qui est lancé, parce que tu vois, bon, c'est des solopreneurs qui nous écoutent, Ouais. des micro-entrepreneurs, des infopreneurs, tu vois, donc voilà, une ressource à partager et puis un petit conseil à donner. Les ressources, des bouquins, il y en a plein, des podcasts, il y en a plein. En tout cas, un dernier outil que j'ai mis en place il y a pas longtemps sur mon orga. Alors déjà, tous ceux qui n'ont pas d'outils de gestion de projet, je pense qu'il faut s'en mettre un absolument. Je ne Ouais, comprends pas les personnes qui n'en ont pas. Bon, il y en a plein, moi je suis sur ClickUp, mais vous pouvez avoir Asana, vous pouvez avoir Monday, vous pouvez avoir Trello. Trello, c'est vraiment la base pour commencer. c'est là-bas. Le fait d'avoir un état des lieux de tout ce que vous faites, toutes les tâches, qu'elles soient récurrentes ou pas, d'avoir une vision globale de ce que vous faites, ça va vous permettre de vous organiser mieux, du coup de gagner du temps. Et après, le temps gagné, soit vous rajoutez des activités, soit vous développez votre business pour gagner plus d'argent, soit vous en profitez pour partir en vacances, être plus proche de votre famille. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut gagner du temps. Mais quand on se rend compte qu'on met en place ces outils-là, bah, on avait perdu du temps avant, donc c'est Mhm. dommage. Donc s'organiser comme ça. Et un truc qui fonctionne depuis que je suis rentré là, je fonctionne en time boxing, Mhm. à ne pas confondre avec le time blocking qui est différent. Le time blocking, c'est une façon de s'organiser qui permet de mettre une durée sur chaque tâche. Par exemple, répondre à mes mails, faire je sais pas, un compte 15 minutes, pas rendu, 15 plus, par minutes, exemple. voilà. Je trouve que c'est presque impossible de Mhm. déterminer en avance combien de temps la tâche va prendre. Donc maintenant, je fonctionne en time boxing, c'est-à-dire que je m'accorde des slots de temps Mhm. par catégorie de tâches.
Alors moi, j'ai plusieurs sociétés. Donc les catégories sont société A, société B, société C sur mon agenda. Et quand je suis sur ce créneau de la société A, j'ouvre toutes les tâches qui sont sur cette boîte-là et Ok. j'essaie d'en faire un maximum. D'accord, ok. Et si jamais vous avez qu'une société ou qu'une activité, vous essayez de splitter en fait vos catégories. Mhm. Par exemple, vous pouvez avoir le slot de 14h à 15h, c'est tout ce qui est communication. Donc vous allez publier sur vos réseaux, vous allez envoyer vos mails de relance, etc. Et puis la partie 15-16 heures, ça va peut-être être la partie démarchage. Donc là, c'est appel téléphonique, je sais pas, envoi d'emails à des prospects. Voilà. Ok. Et le fait de fonctionner comme ça et de faire de plus en plus, enfin, le maximum de tâches possible sur un créneau bien donné, je trouve que ça fonctionne bien et vous allez voir que vous allez normalement gagner du temps. Et ça va peut-être vous permettre de gagner soit plus d'argent, soit des opportunités pour faire autre chose. Ok. Donc ça, c'est un conseil plutôt organisationnel. Et sinon, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui est lancé, de ne pas avoir peur du regard des autres et de la... En fait, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est toutes les plateformes des réseaux sociaux. Instagram, pour ça, c'est le pire. C'est-à-dire que vous comparez toujours votre intérieur Mhm. avec l'extérieur des autres. Exact. C'est pas grave si vous n'avez pas beaucoup de succès actuellement. C'est pas grave si vous n'avez pas de voiture de luxe actuellement. C'est pas grave si vous n'avez pas 100 000 followers actuellement. Ne comparez pas forcément tous ces posts et tous ces réseaux. Déjà, il n'y a aucun truc qui va certifier comme quoi c'est vrai. Exact. Il y a tellement de fakes aujourd'hui que c'est compliqué. Ouais. Et avec l'IA, on n'en est qu'au début. Et c'est une de mes plus grandes peurs. Tout ce qui est deepfake, etc., je pense que ça va aller très loin. Donc, ne vous comparez Notamment dans pas. les scams, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ça a toujours été, ça ne va être que de pire en pire. Donc, ne pas se comparer, je pense que c'est vraiment une vraie clé parce que finalement, votre combat et votre aventure, elle est vous-même contre vous-même. Et essayez juste d'être meilleur que vous par rapport à la veille et que chaque jour, vous essayez de vous rapprocher un peu plus de votre objectif. Mais pour se rapprocher de votre objectif, vous devez avoir un objectif qui est clair, qui est daté, et essayer de vous mettre des objectifs à 3 mois maxi. Arrêtez les objectifs à 1 an, à 5 ans, on s'en fout. Vous pouvez avoir une vision Non, long mais terme. là, c'est la vision. C'est la Voilà, vision, mais c'est globalement, plus si jamais tu veux avancer, c'est trop long, quoi. C'est comme les business plans à 5 ans. Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut arrêter avec ces conneries de business plan à 5 ans. Si vous savez ce que vous allez faire dans 6 mois, c'est déjà super. Donc, essayez de s'organiser de cette manière-là et d'arrêter de se comparer aux autres. Et puis, des fois, on fait des choses qu'on sous-estime. Je te donne un dernier exemple pour finir. Ouais. Quand j'ai publié des vidéos, moi j'en ai fait pas mal par rapport au fonds d'investissement en crypto. Mhm. On n'a pas beaucoup de likes, on n'a pas beaucoup de vues, mais il y a des vues quand même. Et toutes les personnes que j'ai recroisées physiquement après m'en ont parlé en me disant tiens, en fait, tu fais ça. Et en fait, on s'en rend pas compte sur le moment. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a tendance à abandonner rapidement. Et je viens de voir une vidéo d'ailleurs pas plus tard que ce matin où une personne qui montrait les vues en mettant j'ai 100 vues et la personne fait la gueule. Et après, elle montre ce que 100 vues fait dans la vraie réalité. Mhm. Elle met 100 personnes dans une salle. Et puis, il avait 1000 vues. Et puis après, il met 1000 personnes dans une salle. Et en fait, tu te rends compte que quand tu mets ça sur plan, quoi, en physique, ça remplit Ouais. des salles. Tu vois, demain, tu fais une vidéo sur TikTok qui fait 10 000 vues. Ça peut te paraître pas beaucoup parce que tu en as une autre à côté qui en a fait 2 millions. Mais quand tu mets 1000 personnes dans une salle, il n'y a pas grand monde qui s'est fait écouter par 1000 personnes, tu vois. Ouais, Donc, c'est je pense clair. qu'il faut remettre un petit peu de contraste à ça. Ouais, et écoute, je peux me permettre d'enrichir un petit peu ce que tu viens de dire. Tu as partagé des vraies pépites, mais tu vois, cette notion de. Pour moi, c'est des vanity metrics. Tu vois, donc ce sont des indicateurs qui flattent l'ego, tu vois, principalement. Mais en quoi est-ce que ces 1000 vues ou 10 000 vont impacter ton business, en fait, tu Ouais. vois? Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment cette vision très pragmatique de dire, bon, franchement, les réseaux sociaux, je poste, voilà, je poste, je publie, mais je regarde même pas, en fait, les indicateurs, les likes, les machins. Parce que, en fait, tu te rends compte que dans la vraie vie, effectivement, les gens qui voient ne vont pas forcément commenter ou engager une discussion ou faire quoi que ce soit ou faire un like. Mais en fait, ça a un impact réel parce qu'ils vont dire ah tiens, j'ai vu cette vidéo. Ouais. Ah, vous faites ça, par exemple, avec le labo du web, notamment, on en parlait hier, mais les gens voient en fait, tu vois. Et le plus important, et je le dis, et c'est très difficile, c'est d'être constant. Ouais. Tu parlais de résilience tout à l'heure, c'est exactement ça, tu vois. Et j'ai encore vu une vidéo ce matin de Think Media qui est incroyable. Je vous recommande de regarder cette chaîne. Le mec disait que fais tes vidéos YouTube, même si t'es pas vu, en fait. Tu vois, ça permet quoi? Ça permet de documenter ton voyage. Ça permet de documenter tes pensées.
Et ça, c'est un truc que tu pourras regarder 1, 2, 3 ans, tu vois, plus tard. Et dire, D'accord. OK, ça a été ça mon parcours, ça a été ça ma réflexion, ça a été ça, en fait, toute cette aventure que je vis, en fait, tu vois. Et je trouve que c'est vachement intéressant, du moins dans l'approche, parce que tu n'es plus dans une démarche, je publie pour que les gens like, je publie pour être aimé, mais je Oui, publie pour moi. Et peut-être que ce que je fais et les pensées que je partage vont intéresser d'autres personnes qui vont joindre, en fait, tu vois, le truc. carrément. Et l'objectif, il change. Et en fait, si jamais tu te mets pas la pression pour avoir forcément 1 million de vues dès le début, c'est pas grave, quoi. Bah Et je ouais. pense que c'est même mieux. Et d'ailleurs, personne ne fait 1 million de vues dès la première vidéo. Il y a peut-être des cas exceptionnels, mais Ouais. et ça, c'est un vrai problème qu'on a aussi. D'ailleurs, c'est Angel Fevias qui partageait ça là, qui disait mais sortez cette putain de version 1. Et en fait, on a du mal Eh à oui, sortir cette version 1. eh oui, Parce que si jamais tu veux t'arrêter à ce que tu penses dans ta tête, eh oui. il y aura toujours une nouvelle fonctionnalité, il y aura toujours une nouvelle couleur, il y aura toujours un nouveau logo. Non, à un moment donné, il faut dire, OK, je coupe ici, je sors cette V1, et le reste, ça sera la V2 et la V3. Et si Exactement. Apple voulait sortir l'iPhone 15 en premier, ils n'auraient pas réussi. Parce qu'il faut qu'il y ait Exact. l'iPhone 1 avant, et Ouais. l'iPhone 2 et l'iPhone 3. Si ça se trouve, aujourd'hui, ils sortent l'iPhone 16, il y a déjà l'iPhone 30 qui est déjà dans leur tête. Ils sont Ouais. obligés de passer par là pour avancer, tu vois. En fait, ouais, excellent, excellent, c'est super. J'en parlais pareil hier avec Marvin, Gwen. Avoir cette démarche itérative. Parce que, en fait, tu es bloqué dans ce truc de oui, mais tu veux la version parfaite. Ouais, ça La n'existe pas. version parfaite en V1 n'existe pas. Même en V2, même en V3, elle sera Bah jamais oui, finie. Elle oui, sera mais jamais après, finie. c'est ah oui, je le fais pas parce que oui, il manque une phrase ou c'est Ouais, pas très clair. Fais-le. Fais-le. Et c'est l'imperfection qui va te permettre d'avoir un étalon sur lequel tu vas te baser pour faire la V2, en fait. bien sûr. Voilà. Et tu progresses comme ça. Parce que, en fait, s'il n'y a pas d'échec, et ça revient à dire, à parler de ce dont on parlait tout à l'heure, le rapport à l'échec. Ouais. On a tellement peur de mal faire les choses, tellement peur, et si la peur du jugement d'autrui et tout ça, mais il faut réussir. Tu vois. Bon, j'ai une Ouais, petite méthode qui s'appelle JMBLC. Certains devraient reconnaître un petit peu. dis-moi. Je m'en bats les couilles. Ok, ok, j'avais pas le. Ok, d'accord. Tu l'avais pas. Ouais, Mais en gros, il faut avoir c'est vrai. ce truc-là de dire, ok, ben, je le fais pas pour vous, je le fais pas pour machin. De toute façon, tu as 30 ans. On va dire, dans 50 ans, c'est plié. On n'en parle plus. Tu vois, c'est fini, quoi. Tu vois. Donc voilà, on est sur des échelles de temps qui sont très, très courtes. Donc pourquoi se prendre la tête? Et puis Dans 50 ans, on n'en parle plus de nous, c'est fini. le regret fera toujours plus mal que cette petite peur qui est, comme Exactement. on dit, tu vois, la peur est temporaire et les regrets sont éternels. Et c'est absolument pas ce que je souhaite aux gens, mais c'est ce que je leur dis en disant, Ouais. mais vous allez finir un jour, si jamais vous avez un petit peu de. T'en as qui s'en foutent, pas de Hmm. projet, qui sont bien dans le salariat, etc. Et pourquoi pas, même si je pense que 50, 60 ans comme ça sont très longs et très chiants, mais je respecte. Hmm. Mais ceux qui ont ce petit truc, tu vois, et causent pas, putain, c'est sûr qu'un jour, dans 20, 30, 40 ans, ils vont se dire, eh, si j'avais lancé. Et Ouais, le bah oui. pire qui peut t'arriver, c'est de voir quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ouais. Tu vas le critiquer en disant, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, moi, Oui, j'aurais fait oui, mieux. Ouais, oui. mais toi, tu l'as pas fait, en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est. Et on en aura toujours, hein, des gens qui te diront ça, hein. Moi, j'aurais pas fait comme ça, moi, j'aurais. Ouais, mais toi, t'as rien fait, donc tais-toi. Ta gueule. Et exactement. Et ça, c'est le problème des personnes qui veulent peut-être pas se lancer parce qu'elles se comparent, parce qu'elles ont peur de pas faire assez bien. Parce que quand elles vont faire leur première vidéo, si elles sont infopreneurs, par exemple, elles vont se comparer à l'autre qui est déjà lancé depuis des mois sur YouTube et qui a plein de likes, qui a plein de vues, et se dire, en fait, ce que je fais, je suis pas fait pour ça. Ouais. En fait, on a tendance comment dire, à sous-estimer les premières vidéos des personnes qui ont commencé, les premiers produits, les premiers services des boîtes quand elles se sont lancées. Mais par contre, je crois que c'est Jeff Bezos qui disait ça, que ça coûte beaucoup moins cher à une boîte de se lancer d'un projet n'importe lequel, de se planter et de rectifier, plutôt que la boîte qui va analyser pendant des mois et des Bien mois, sûr. être sûr et de se lancer. Parce qu'en fait, si jamais tu te lances rapidement, tu auras la réponse rapidement et la direction à prendre en rectifiant. Échouer vite. Et voilà. Et encore, ça revient à ce que je te disais au début, c'est le problème, c'est qu'on ne se plante pas assez vite. Exact. Ouais. Il faut pas regarder la vitesse à laquelle vous allez réussir. Je pense qu'il faut regarder la vitesse à laquelle vous allez vous planter pour pouvoir rebondir. Ouais, c'est ça. Maintenant, l'échec, ça fait mal. Mhm. C'est pas vrai que l'échec, c'est super, une bonne expérience, machin. Non, l'échec, c'est chiant, l'échec, ça fait mal. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et surtout, il faut se remettre en question. Et à chaque fois, il faut se dire, OK, qu'est-ce qui a merdé? En quoi je suis responsable? D'ailleurs, je pense qu'il faudrait, n'importe quel échec, se mettre responsable à 100%. Et à l'inverse, quand on a de la chance, quand on réussit, se dire, OK, c'est un coup de chance. Je pense que cette mentalité-là est mieux que l'inverse, tu vois.
Ah oui, ou sinon, bah, j'ai aussi ma part de responsabilité dans la réussite d'un projet ou de quelque chose. C'est important aussi, Ouais, tu peux tu dire ça, vois, mais parce que je pense que c'est mieux la personne qui va se dire je me suis planté, c'est de ma faute, et par contre, ce qui a marché, bah, tant mieux, c'est un coup de chance, plutôt ouais, que celle qui va se dire ah bah ça a réussi grâce à moi et je me suis planté, ah, faute, t'as pas de chance. Je pense effectivement. que cette mentalité Vu elle est comme moins ça, bien c'est clair. que. C'est pour ça que je dis ça. Mais ouais. Ok, super. Écoute, merci Timothy, on arrive à la fin de l'épisode. C'est vachement intéressant d'échanger avec toi, de voir l'évolution aussi, de voir ton état d'esprit, de voir comment tu reviens aussi de ce petit séjour de 3 mois aux États-Unis. Donc, je te souhaite beaucoup de réussite. C'est très gentil. Et puis, on se retrouvera peut-être dans quelques années pour Odyssey International. Bah, j'espère pour toi. Super ton projet aussi. Et on se connaît depuis un moment. Et c'est cool de partager des choses encore ensemble et de voir les gens qui continuent de lancer des nouvelles activités et tout. Donc, je souhaite tout le meilleur pour le podcast Odyssée.